Tu ne pouvais pas me donner un enfant, alors j'en ai eu un avec quelqu'un d'autre. C'est notre seconde chance. Ma femme a disparu pendant des années, puis est revenue en tenant le bébé d'un autre homme. Elle pensait que je la reprendrais, mais... Ma femme et moi étions ensemble depuis 4 ans avant de nous marier. Et honnêtement, je pensais que nous avions quelque chose de bien, et je veux dire quelque chose de vraiment bien. Nous avions des projets, une vie toute tracée, et pendant très, très longtemps, j'ai vraiment cru que nous étions sur la même longueur d'onde. Depuis que nous nous sommes mariés, nous avons commencé à parler sérieusement d'avoir des enfants. Elle a toujours dit qu'elle en voulait 2 ou 3. Nous avons même parlé de prénoms, de la façon de décorer la chambre du bébé. Elle a même passé des heures à regarder en ligne des vêtements et des articles pour nouveau-nés. Elle semblait excitée. C'était un sujet récurrent dans nos conversations, et cela nous a gardés proches. Tout semblait parfait jusqu'à ce que nous recevions de mauvaises nouvelles. Après des mois d'essais infructueux, nous avons décidé de faire des examens médicaux, et c'est là que la réalité m'a frappé. Le problème, c'était moi. Mon nombre de spermatozoïdes était trop bas, et nos chances d'avoir des enfants naturellement étaient presque nulles. C'était comme un coup de poing dans le ventre. Je me sentais complètement inutile. Tout ce que nous avions prévu s'est effondré en un instant. Je suis tombé dans une mauvaise passe, émotionnellement parlant. J'ai fini par suivre une thérapie parce que je ne pouvais pas supporter l'idée d'avoir déçu ma femme. Cela m'a pris du temps, mais j'ai finalement appris à y faire face. Elle, au début, était très compréhensive. Elle me disait que cela n'avait pas d'importance, que nous serions heureux juste tous les deux, mais il y avait quelque chose dans son ton, dans la façon dont elle le disait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on aurait dit qu'elle disait simplement ces mots parce que c'était ce qu'elle devait dire. Elle est passée de l'enthousiasme à l'idée de parler de prénoms de bébé à l'évitement complet de toute conversation sur les enfants. Mais ce n'était pas seulement ça. Quelque chose dans son attitude envers moi a changé. Elle est devenue plus froide. Elle n'était pas ouvertement cruelle, mais elle n'était plus la même. Soudain, elle a commencé à faire des commentaires sur mon apparence, sur le fait que je devrais mieux prendre soin de moi, faire de l'exercice, être plus productif à la maison. Et attention, je n'ai jamais été un gars paresseux ou quelque chose comme ça. Mais on aurait dit qu'elle cherchait des excuses pour me critiquer. Quand je l'ai confrontée à propos de son changement d'attitude, elle m'a simplement dit que j'imaginais des choses, que j'exagérais, que j'étais devenu trop sensible. À la fin, j'ai fini par la croire. Je ne voulais pas paraître peu sûr de moi ou dépendant, alors j'ai cessé d'insister. Et ainsi, quelques années se sont écoulées. Notre relation est devenue mécanique. Nous étions plus comme des colocataires que mari et femme. J'ai essayé de parler d'autres options comme l'adoption ou la gestation pour autrui, mais chaque fois que j'abordais le sujet, elle y mettait fin immédiatement. Elle disait qu'elle ne voulait pas y penser, qu'elle était heureuse d'être juste avec moi. Mais dans ses yeux, dans son ton, je ne l'ai jamais tout à fait cru. Et puis un jour, de nulle part, elle m'a dit qu'elle voulait partir en voyage avec ses amis. Il n'était pas inhabituel pour elle de faire des voyages avec elle. Elle l'avait fait plusieurs fois auparavant, et je l'ai toujours soutenue. Cette fois, elle a dit qu'elle voulait aller aux États-Unis pour quelques semaines. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Je lui faisais confiance. Je l'ai même aidé à faire sa valise et je l'ai conduite à l'aéroport. Je me souviens bien de la dernière chose qu'elle m'a dite avant de partir. Elle m'a regardé et a dit « Merci d'être si compréhensif ». À ce moment-là, cela m'a semblé étrange. Ce n'était pas comme si j'avais fait quelque chose de spécial, mais son ton était sincère. Alors, j'ai laissé tomber. Cette nuit-là, je suis resté éveillé pour pouvoir l'appeler à son atterrissage, juste pour m'assurer que tout allait bien. Son vol était censé durer environ 9 heures, alors j'ai essayé de m'occuper en regardant la télévision, mais je ne pouvais pas m'empêcher de regarder l'horloge toutes les quelques minutes, en attendant son message. Quand j'ai vu que le vol avait atterri, je l'ai appelé immédiatement. Le téléphone a sonné plusieurs fois, mais personne n'a répondu. J'ai pensé qu'elle était peut-être fatiguée et qu'elle était allée directement à l'hôtel pour dormir. Je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance. Mais quand le matin est arrivé et que je n'avais toujours pas de nouvelles d'elle, j'ai commencé à sentir un malaise dans mon estomac. Quelque chose n'allait pas. J'ai essayé de l'appeler à nouveau. Rien. Je lui ai envoyé quelques messages, supposant qu'elle était peut-être occupée ou que son téléphone était en silencieux,
mais les heures passaient et je n'avais toujours aucune réponse. C'est là que j'ai vraiment commencé à paniquer. J'ai appelé sa sœur pour voir si elle avait eu de ses nouvelles. Rien. Chaque minute qui passait, mon angoisse grandissait. Je suis même allé jusqu'à appeler ses amies, celles qui étaient censées être avec elle en voyage. Peut-être que son téléphone était éteint. Peut-être que quelque chose s'était passé et qu'elle n'avait tout simplement pas eu le temps de me le faire savoir. Mais quand j'ai finalement réussi à contacter l'une d'entre elles, la réponse que j'ai reçue m'a glacé le sang. Elle n'était pas en voyage. Aucune d'entre elles. En fait, elles étaient en ville à quelques pâtés de maison de chez nous, en train de prendre un café. C'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Elle n'était pas en voyage entre filles. Elle n'était pas avec ses amis. Elle n'était allée nulle part avec elle. Elle était simplement partie. Je suis resté assis là, le téléphone à la main, sentant mon estomac se nouer. Je ne pouvais pas comprendre. Pourquoi me mentirait-elle comme ça? Pourquoi disparaîtrait-elle sans rien me dire? J'ai essayé de me convaincre qu'il devait y avoir une explication. Peut-être avait-elle manqué une correspondance. Peut-être y avait-il une urgence. Peut-être n'avait-elle pas pu m'appeler. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. Ce n'était pas une erreur. C'était planifié. La façon dont elle a dit « merci d'être si compréhensif » avant de partir, la froideur de son attitude au cours des dernières années, la façon dont elle avait cessé de parler de notre avenir, les commentaires sur mon apparence. Finalement, tout a commencé à s'emboîter. Cette nuit-là, je suis resté assis à regarder le téléphone, attendant un message, un appel, n'importe quoi. Mais rien n'est venu. Et au fond de moi, je le savais. Je ne me réveillerai pas le lendemain matin avec une explication. Il n'y aurait pas d'excuse. Il n'y avait pas d'urgence. Elle était simplement partie. Je me suis allongé en regardant le plafond, espérant que tout cela n'était qu'un rêve. Mais quand je me suis réveillé et que j'ai vu son côté du lit vide, la réalité m'a frappé de plein fouet. Les premiers jours, j'étais dans un déni complet. Je n'arrêtais pas de l'appeler, espérant entendre sa voix, obtenir une réponse, quelque chose pour m'aider à comprendre ce qui s'était passé. Je voulais n'importe quoi, quoi que ce soit. Je laissais des messages vocaux sans même savoir quoi dire. Mais tout ce que j'ai eu en retour, c'était le silence. Et d'une certaine manière, ce silence semblait pire que tout le reste. C'était comme si je n'existais plus pour elle, comme si elle avait décidé que je ne valais même pas une explication. Au début, sa famille était aussi surprise que moi. Sa mère ne savait rien de ses projets et n'avait pas eu de ses nouvelles non plus. J'ai fini par passer beaucoup de temps chez elle, à chercher des réponses que personne ne pouvait me donner. Je crois qu'ils avaient pitié de moi. Sa mère me laissait rester quelques nuits. Elle me préparait même à manger quand je n'avais même pas la force de le faire moi-même. Elle m'écoutait parler de tout ce qui n'avait pas de sens, de la façon dont ma vie s'était effondrée du jour au lendemain. Parfois, elle restait simplement assise en silence. Je suis passé d'un extrême à l'autre, la colère, la tristesse, la culpabilité. Je me demandais sans cesse ce que j'avais fait de mal. Avais-je manqué un signe? Ne lui avais-je pas accordé assez d'attention? Mais au fond, ce qui me tourmentait le plus était une seule question, où était-elle maintenant? Il y avait des jours où je rejouais chaque conversation, chaque dispute, essayant de comprendre ce qui l'avait poussée à partir. Je suis devenu obsédé par la recherche de la réponse, comme si cela pouvait tout arranger. Je mangeais à peine. Je dormais à peine, et mon travail a commencé à en souffrir. Les gens ont commencé à le remarquer. Des collègues, des voisins, même des gens à qui je parlais à peine. Tout le monde me demandait si j'allais bien, et je me contentais de hausser les épaules, en disant que je réglais des problèmes personnels. J'avais honte d'admettre ce qui s'était passé. Dire à haute voix que ma femme m'avait quitté sans un seul mot me faisait me sentir encore plus pathétique. Finalement, j'en ai parlé à quelques amis proches. Ils ont fait de leur mieux pour me distraire. Ils m'ont emmené boire un verre, jouer à des jeux, n'importe quoi pour m'aider à avancer. Mais même quand j'étais avec eux, mon esprit était ailleurs. Je ne pouvais pas m'arrêter de penser à elle, à la raison pour laquelle je n'avais pas été suffisant pour qu'elle reste. L'une des pires parties de tout cela, c'étaient les gens qui ne savaient pas ce qui s'était passé, les voisins, les collègues, même les parents éloignés qui n'étaient pas au courant.
comment va la vie de couple? Ou comment va ta femme? Chaque fois que quelqu'un posait la question, j'avais l'impression qu'on m'arrachait une croûte fraîchement formée. Je n'avais pas le courage de leur dire la vérité. Je me contentais de sourire et de dire que tout allait bien. Mais ce mensonge devenait plus lourd chaque fois que je le répétais. La thérapie a fini par être la seule chose qui m'a vraiment aidé. Je n'y étais jamais allé auparavant, mais après des mois à peine fonctionnels, un ami m'y a pratiquement traîné. Il a trouvé un thérapeute, et j'ai commencé à y aller chaque semaine. Parler à quelqu'un de neutre, quelqu'un qui ne la connaissait ni elle ni moi, m'a aidé à libérer toute la colère, la trahison, le vide qu'elle m'avait laissé. J'ai passé des séances entières à parler des nuits blanches, de la façon dont je restais éveillé, rejouant chaque détail encore et encore, à la recherche de la pièce manquante. Et puis la thérapeute m'a dit quelque chose que, bien que je ne veuille pas l'accepter à l'époque, s'est avéré être ce que j'avais le plus besoin d'entendre, elle a pris la décision de partir. C'est sa responsabilité, pas la vôtre. C'était une pilule difficile à avaler. Pendant si longtemps, j'ai pensé que j'avais fait quelque chose de mal, que d'une manière ou d'une autre je l'avais repoussé. Mais petit à petit, j'ai commencé à voir les choses différemment. La vérité était qu'elle avait été froide et distante pendant longtemps, et que j'avais simplement ignoré cela, espérant que les choses s'amélioreraient d'elles-mêmes. Je me suis convaincu que si j'essayais assez fort, je pourrais maintenir notre mariage à flot, mais ça ne marchait pas comme ça. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à faire de petits pas pour reconstruire ma vie que j'ai réalisé à quel point je m'étais perdu dans cette relation. J'étais toujours celui qui faisait l'effort, celui qui s'assurait qu'elle était heureuse, que cette vie était confortable. Mais maintenant, avec tout ce temps libre, je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai décidé de revenir aux choses que j'avais laissées derrière moi. J'ai repris quelques vieux passe-temps. Je suis allé à la salle de sport. J'ai commencé à lire les livres que j'avais mis de côté. J'ai même osé essayer de nouvelles recettes en cuisine. Au début, je faisais juste les gestes. Mais lentement, j'ai recommencé à me sentir plus moi-même. Mon travail s'est également amélioré. Pendant des mois, j'avais fonctionné en pilote automatique. Mais maintenant, j'ai commencé à vraiment faire des efforts. Je n'avais pas grand-chose d'autre dans ma vie à ce moment-là, alors je me suis concentré sur ma carrière, et ça a payé. Des mois plus tard, on m'a offert une promotion, une que je n'aurais jamais eue si j'étais encore en train de m'apitoyer sur mon sort. Je ne vais pas mentir et dire que tout a été facile. Il y avait encore des jours où ça faisait mal. Parfois, je trouvais quelque chose qui me rappelait elle, une photo, un vieux billet de cinéma, des petites choses qui faisaient remonter des souvenirs. Parfois, je me demandais ce qu'elle faisait, si elle pensait un jour à moi, si elle regrettait un jour ce qu'elle avait fait. Mais avec le temps, ces moments sont devenus moins fréquents. J'ai commencé à renouer avec des amis à qui j'avais à peine parlé depuis mon mariage. Nous avons recommencé à faire des choses ensemble. Nous sommes sortis jouer au golf, faire de la randonnée, des choses que je n'avais pas faites depuis des années. Ça faisait du bien d'être avec des gens qui n'étaient pas liés à ce désastre, qui m'aidaient à avancer sans me ramener à la douleur. Et en y repensant, j'ai réalisé que je m'étais trop investi dans cette relation. Je n'existais qu'en tant que son mari. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même, comme si elle avait laissé un vide impossible à combler. Mais petit à petit, j'ai récupéré. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas rapide, mais je l'ai fait. À ce moment-là, j'avais aussi mis un terme légal à tout. Après tant de temps sans nouvelles d'elle, j'ai entamé la procédure de divorce pour abandon. Ce n'était pas compliqué. Ils ont essayé de la notifier officiellement, mais n'ayant reçu aucune réponse, le juge l'a approuvée sans avoir besoin de son consentement. J'ai signé les papiers, j'ai tout laissé derrière moi, et avec ça, tout lien qui nous unissait a été rompu pour toujours. Cette année-là, j'ai enfin pu me regarder dans le miroir et voir quelqu'un qui n'était pas défini par ce qu'elle m'avait fait. J'étais plus que le type dont la femme l'avait abandonné. J'avais survécu. Je m'étais reconstruit, et j'avais tourné la page. Pour la première fois depuis des années, je me sentais fort. J'avais l'impression que je pouvais vraiment vivre ma vie sans son ombre me poursuivant. Et honnêtement, j'en étais fier. La vie commençait enfin à redevenir normale, ou du moins aussi normale que possible après tout ce gâchis. J'avais ma routine. Mes amis me tenaient occupé. Le travail allait mieux que jamais. Et j'ai arrêté de penser à elle.
Elle n'était plus un fantôme dans chaque coin de ma vie. Et puis un samedi matin, quelqu'un a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert, je me suis figé. C'était elle, debout sur mon paillasson, tenant un bébé. Pendant une seconde, mon cerveau a cessé de fonctionner. C'était comme voir un fantôme. Elle avait l'air plus ou moins la même, mais un peu plus usée. Et le pire, c'est qu'elle semblait vraiment penser que je serais heureux de la voir. Ça m'a durement touché. Je pensais avoir surmonté tous les sentiments pour elle, mais la voir là a soudainement fait remonter beaucoup d'émotions à la surface. Je pensais avoir enterré tout ça, mais à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y avait encore des traces de ce qu'elle m'avait fait. Je n'ai rien dit au début. Je suis juste resté là à la regarder. Elle a souri comme si de rien n'était. Et avec tout le calme du monde, elle m'a demandé, puis-je entrer ? Après tout ce qu'elle avait fait, elle s'est juste pointée à ma porte comme si j'étais censé l'accueillir à bras ouverts. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté ferme et je lui ai dit non, qu'elle pouvait rester dehors et m'expliquer ce qu'elle fichait là, mais que je n'allais pas la laisser entrer dans ma maison. C'était mon espace, l'endroit que j'avais reconstruit, et je n'allais pas ramener tout son chaos dans ma vie. Elle a semblé surprise par ma réponse, comme si elle pensait vraiment que je la laisserais entrer sans poser de questions. Mais au lieu de partir, elle est restée là et a commencé à parler. Je sais que c'est peut-être une grosse surprise, mais je voulais revenir et tout expliquer. Elle avait cette expression sur le visage, celle que les gens utilisent quand ils croient vraiment avoir une chance. Et à ce moment-là, j'ai dû décider. Une partie de moi voulait lui rire au nez. Une autre partie voulait juste fermer la porte et tout oublier. Mais j'étais aussi curieux. Je voulais savoir quelle excuse elle avait, quelle histoire elle avait inventée pour justifier ce qu'elle avait fait. Alors, je l'ai laissée parler. Elle m'a dit qu'elle avait fait une erreur en partant, qu'avec le temps elle avait réalisé qu'elle avait perdu la meilleure chose qu'elle ait jamais eue dans sa vie. Elle a dit qu'elle avait passé beaucoup de temps à réfléchir et qu'après avoir eu ce bébé, elle avait enfin compris ce qui comptait vraiment dans la vie. Et puis, en désignant le bébé, elle a dit, c'est notre seconde chance. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Pensait-elle que ce bébé était un bouton de réinitialisation magique et que nous pouvions simplement reprendre là où nous nous étions arrêtés ? J'ai essayé de garder une expression neutre, mais à l'intérieur, j'étais furieux. Elle a continué à parler, disant que nous pourrions redevenir une famille, qu'elle avait fait une terrible erreur, mais que maintenant nous pouvions recommencer, juste nous trois. Et puis je lui ai enfin posé la seule question qui me taraudait depuis le moment où elle était apparue, « Pourquoi es-tu parti ?» J'ai gardé ma voix stable, mais à l'intérieur, je sentais la colère brûler. J'avais passé des années à essayer de comprendre, à me torturer avec toutes les possibilités, et maintenant qu'elle était là, j'avais besoin de l'entendre de sa bouche. Elle a hésité, a regardé le sol. Elle semblait avoir honte, mais finalement elle me l'a dit. Elle m'a quitté parce qu'elle voulait un enfant. Et comme je ne pouvais pas lui en donner un, elle a trouvé quelqu'un d'autre qui le pouvait. Elle l'a dit comme ça, comme si ce n'était pas grave, comme si ça n'avait pas détruit ma vie, comme si j'étais juste censé hocher la tête et accepter. Quant au père, elle a laissé entendre qu'il l'avait abandonné, mais qu'elle comprenait que la personne qu'elle voulait à ses côtés dans ces moments-là, c'était moi. Juste comme ça. Il m'a fallu une minute pour traiter ce que je venais d'entendre. Elle m'a abandonné, est partie avec un autre homme, a eu un enfant, et maintenant elle s'attendait à ce que je sois d'accord avec ça, comme si rien de ce qui s'était passé n'avait d'importance. Tu es parti, tu as eu un bébé avec un autre homme, et maintenant tu penses que tu peux revenir et faire comme si de rien n'était. Elle s'est mise à pleurer, a dit qu'elle était désolée, qu'elle avait fait une grosse erreur, mais je m'en fichais. Trop de temps avait passé. Je n'allais pas la laisser recommencer. Mais ça ne m'a pas du tout ému. Elle a continué à parler, me disant qu'elle avait réalisé que j'étais le seul homme qu'elle ait jamais vraiment aimé, que nous étions destinés à être ensemble. Honnêtement, j'ai eu du mal à garder mon sérieux. Je ne pouvais pas croire à quel point elle semblait délirante. Ce n'était pas de l'amour. C'était du désespoir. Je le voyais sur son visage, dans ses yeux. Puis, quand elle a vu que ses paroles n'avaient pas l'effet escompté, elle a essayé de changer de stratégie. Elle a essayé de me faire sentir coupable, en parlant de la difficulté d'être une mère célibataire, de combien elle avait souffert. Sérieusement, elle a essayé de jouer la victime dans toute cette histoire, comme si ses propres décisions ne l'avaient pas menée exactement là où elle était maintenant.
Elle m'a dit qu'elle avait besoin de mon soutien et qu'elle était prête à faire en sorte que les choses fonctionnent. En l'écoutant, je pensais juste, pour qui diable me prend elle? Je suis resté silencieux, la laissant parler. Mais à ce moment-là, j'en avais assez d'écouter. Alors, sans plus tarder, je lui ai dit directement, tu as fait ton choix il y a longtemps. Maintenant, tu dois vivre avec. Il n'y a pas de seconde chance ici. L'expression de son visage a changé. Elle semblait stupéfaite, comme si elle n'avait jamais envisagé la possibilité que je dise non, comme si elle croyait vraiment qu'elle pouvait simplement se présenter à ma porte et revenir dans ma vie quand bon lui semblait. Et puis, juste au moment où je pensais qu'elle avait enfin compris et qu'elle partirait, son ton a changé. De nulle part, elle a commencé à me crier dessus. Elle m'a traité d'égoïste, a dit que j'avais l'obligation de lui donner une chance de réparer les choses. Et le pire, c'est quand, avec tout le culot du monde, elle a mentionné le divorce. Si j'avais voulu, j'aurais pu prendre la moitié de tout ce que tu avais, a-t-elle dit. Et même la maison serait à moi, et je ne l'ai pas fait parce que je t'aimais. Mais nous sommes un couple marié, et tu as une responsabilité envers moi. C'est là que j'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Non, je n'en ai pas. Son expression a changé en un instant. Bien sûr que si, a-t-elle insisté, comme si je disais quelque chose d'absurde. Nous sommes toujours mariés. Ce qui est à toi est toujours à moi. Non, ça ne l'est pas, ai-je lâché, la regardant droit dans les yeux, parce que nous sommes déjà divorcés. Elle est restée bouche bée un instant. Elle n'a pas réagi. Il a fallu un moment à son esprit pour l'assimiler, comme si l'idée ne lui avait jamais traversé l'esprit. Et puis son visage s'est transformé en horreur. « Qu'est-ce que tu as dit ?» a-t-elle demandé. « Que nous ne sommes plus rien, ai-je répondu calmement. Tu es parti. Tu as disparu. Tu n'as pas répondu à mes appels. Tu n'as donné aucune explication. Alors, j'ai demandé le divorce pour abandon. Tu as été notifié et tu n'as pas répondu. Comment as-tu pu me faire ça, a-t-elle hurlé, comme si j'étais le monstre dans cette histoire. Comment as-tu pu jeter notre mariage comme ça? J'ai ri à nouveau, mais cette fois avec incrédulité. Ce n'est pas moi qui l'ai jeté. C'est toi, quand tu t'es enfui avec un autre homme et que tu m'as laissé derrière. Elle a ouvert la bouche pour continuer à crier, mais je n'avais aucun intérêt à l'écouter davantage. Tes décisions sont ta responsabilité, pas la mienne. Et sur ce, je lui ai claqué la porte au nez. Je pouvais entendre ses cris étouffés de l'autre côté, mais je m'en fichais. Elle pouvait frapper, pleurer, crier tout ce qu'elle voulait. Je savais que je ne la laisserais plus jamais revenir dans ma vie. La femme que j'ai épousée, celle que j'ai aimée autrefois, n'existait plus. Et celle de l'autre côté de cette porte n'était rien de plus qu'une étrangère qui pensait pouvoir recoller les morceaux quand cela l'arrangeait. Je me suis éloigné de la porte et je me suis assis. Pour la première fois depuis des années, je me sentais léger. Je pensais que c'était fini. Je pensais qu'elle comprendrait le message et partirait. Mais non, au lieu de cela, elle a commencé à frapper à la porte avec plus de force, en criant toutes sortes de choses. Le seul endroit que j'avais réussi à reconstruire après le désastre qu'elle m'avait laissé, et maintenant elle était là dehors, exigeant que je la laisse entrer. Au début, j'ai pensé l'ignorer, la laisser crier jusqu'à ce qu'elle se fatigue. Mais ensuite, la curiosité l'a emporté. J'ai donc ouvert la porte juste un peu, assez pour lui montrer que j'écoutais, mais sans la laisser entrer. Quand elle a vu que je ne réagissais pas comme elle s'y attendait, elle a de nouveau essayé de changer de tactique. Elle s'est lancée dans un monologue sur le fait qu'elle était prête à me pardonner de lui avoir claqué la porte au nez. Oui, vous avez bien entendu. Elle a dit qu'elle était prête à recommencer, comme s'il s'agissait d'une simple dispute de couple et non du résultat d'années de mensonges et d'abandon. Elle a commencé à parler de la façon dont nous pourrions faire fonctionner les choses si nous y mettions tous les deux des efforts. C'est là que je n'ai plus pu me retenir. J'ai ri. J'ai vraiment ri de l'audace pure de cette femme. Son visage est devenu rouge de fureur quand je l'ai fait, comme si c'était moi qui avais tort de ne pas la prendre au sérieux. Puis je lui ai dit, tu as fait ton choix. Tu as eu ta chance, et tu l'as jetée à la poubelle. Je ne vais pas prétendre que rien de tout cela n'est arrivé juste parce que ça t'arrange maintenant. Et c'est là que le masque est complètement tombé. Elle a cessé de faire semblant d'être désolée. Elle a commencé à m'attaquer, en disant que je ne comprenais pas à quel point ça avait été difficile pour elle.
qu'après son départ, elle s'était sentie perdue, qu'elle avait réalisé trop tard qu'elle avait fait une erreur. Mais je ne croyais plus rien de tout ça. Alors je lui ai dit sans détour, partir était un choix. Tu l'as planifié, tu m'as menti, et tu l'as fait. Maintenant tu viens ici et tu penses que ton regret signifie quelque chose, mais il ne signifie rien. Ça l'a fait exploser. Elle a laissé tomber le rôle de la femme triste et repentante et a commencé à m'insulter. Elle a dit que j'étais injuste de ne pas lui donner une autre chance. Son visage était un mélange de colère et d'autre chose. Peut-être du désespoir, peut-être de la culpabilité. Mais honnêtement, à ce moment-là, je m'en fichais. Elle s'est mise à faire les 100 pas sur mon Porsche, en fulminant sur le fait que je ne trouverai jamais quelqu'un comme elle et que je regretterais de ne pas lui avoir donné une autre chance. Sérieusement, elle a essayé de me faire sentir que c'était moi qui perdais quelque chose en ne la reprenant pas. Quand elle a vu que je n'allais pas céder, elle a élevé la voix encore plus. Elle a dit que je l'avais forcée à partir, que si j'avais été plus compréhensif sur la question des enfants, rien de tout cela ne serait arrivé. Selon sa logique, le fait que je ne puisse pas lui donner un enfant signifiait que je lui avais manqué en tant que mari, et que cela justifiait en quelque sorte son départ pour avoir un bébé avec une autre personne. Sa gymnastique mentale était impressionnante. Je ne pouvais pas croire qu'elle ait l'audace d'essayer de me blâmer pour ses propres décisions. Alors, je lui ai dit clairement. Si tu voulais un enfant à ce point, tu aurais pu me dire la vérité. Tu n'avais pas à me mentir en face et à prétendre que tout allait bien pendant que tu planifiais ta sortie. Elle s'est tue. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflée, mais je ne lui ai pas laissé le temps de répondre. C'était ta décision, entièrement la tienne, et maintenant tu dois vivre avec. Elle est restée silencieuse une seconde, mais ensuite elle a essayé un dernier angle, la pitié. Elle m'a demandé de penser à l'enfant, que ce n'était pas juste que je lui tourne le dos. Elle le tenait dans ses bras et elle l'utilisait vraiment pour me faire sentir coupable, mais je ne suis pas tombé dans le piège. Je ne sais pas qui est cet enfant. Je n'ai rien à voir avec lui. Et à ce moment-là, je l'ai vu sur son visage. La compréhension l'a finalement frappée. Elle savait que je n'allais pas changer d'avis. Elle savait qu'il n'y avait aucun moyen que je la laisse revenir dans ma vie. J'ai pu voir comment la colère s'estompait et était remplacée par autre chose, peut-être un vrai regret, peut-être juste de la frustration, mais je m'en fichais. Pour moi, elle n'était rien de plus qu'une étrangère. Elle est restée là quelques secondes de plus comme si elle espérait encore que je la rappelle, puis je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardée fixement jusqu'à ce qu'elle comprenne enfin que j'étais sérieux. Et puis, sans un mot de plus, j'ai fermé la porte. Je me suis éloigné de la porte, soulagé, comme si j'avais enfin gagné. Elle avait passé tellement de temps à croire qu'elle pouvait me manipuler pour revenir dans ma vie. Mais c'était fini. J'étais libre. Il n'y aurait pas de seconde chance. Pas pour elle. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Et le plus étrange, c'est que je ne me sentais ni en colère, ni triste, ni même surpris. C'était comme si toute l'énergie que j'avais gaspillée pour elle pendant des années, le regret, la culpabilité, l'obsession de trouver des réponses avait simplement disparu. J'avais enfin la conclusion dont je ne savais pas que j'avais besoin. Mais bien sûr, les choses ne se sont pas terminées aussi proprement que je l'avais espéré. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un texto de sa mère. Elle s'est excusée, a dit qu'elle avait honte de la façon dont sa fille avait géré tout ça et qu'elle avait essayé de la raisonner, mais que de toute évidence, ça n'avait pas marché. Sa mère était une bonne personne. Elle m'a beaucoup aidé quand sa fille est partie, et je savais qu'elle était vraiment bouleversée par tout ça. Je ne lui en voulais pas, mais je ne voulais pas non plus être rattaché à ce gâchis. Alors, j'ai simplement répondu par un simple « Merci pour votre sollicitude » et j'en suis resté là. Je ne lui ai pas donné de détails. Je n'ai pas essayé d'expliquer ma décision et elle a assez bien compris pour savoir que c'était vraiment fini. La semaine suivante, je n'ai plus eu de nouvelles de sa fille. Enfin, tout était derrière moi. Avec le temps, j'ai commencé à entendre des bribes à son sujet par le biais d'amis communs et des réseaux sociaux. Apparemment, elle était retournée vivre chez ses parents, et les choses n'allaient pas bien pour elle. Le type pour qui elle m'a quitté, le père du bébé, n'a jamais été vraiment impliqué. Il les avait complètement reniés, et maintenant elle était seule, face aux conséquences de ses décisions. À ce stade, elle avait brûlé trop de ponts. Elle n'avait pas beaucoup de gens prêts à lui tendre la main.
Ses anciennes amies, celles qui avaient pris son parti quand elle a disparu, avaient déjà poursuivi leur vie. Personne ne voulait être entraîné à nouveau dans son drame. Même ses parents, bien qu'ils l'aient reprise, n'étaient pas exactement en mesure de la soutenir, elle est un bébé. Je le savais parce que peu de temps après avoir reçu le message de sa mère, j'ai reçu un appel de son père. Il était poli mais direct. Il m'a dit que les choses étaient difficiles et a laissé entendre que je pourrais peut-être aider un peu. Nous savons que tu tenais à elle autrefois, a-t-il dit. Et avec le bébé, les choses ont été compliquées. J'ai écouté en silence, mais quand il a commencé à parler du fait que sa fille avait juste besoin d'un peu de soutien pour se remettre sur pied, j'ai laissé échapper un petit rire. Pas à voix haute, mais il a compris. J'ai répondu avec tout le calme du monde. Les décisions de votre fille n'appartiennent qu'à elle. Je ne suis ni en position, ni n'ai l'intention d'aider. Je pense qu'il a compris le message parce qu'il n'a plus insisté après ça. Certaines de ses amies ont essayé de me contacter. Des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années ont commencé à apparaître, certains essayant de jouer la carte de la culpabilité. Elle traverse une période difficile, disait-il. Peut-être pourriez-vous trouver dans votre cœur le moyen de lui donner une autre chance. Il y a même une de ses amies qui a eu le culot de me dire que l'enfant avait besoin d'une figure paternelle et que je ne devrais pas laisser mon amertume m'empêcher d'aider. Je les ai ignorés. Après des années à me sentir comme si je n'étais jamais assez, j'avais enfin choisi de me donner la priorité. J'ai donné à cette femme tout ce que j'avais, et elle l'a jeté à la poubelle. Le moins qu'elle puisse faire était d'accepter les conséquences de ses actes au lieu de s'attendre à ce que je la sauve. Avec le temps, les appels et les messages ont diminué jusqu'à ce qu'ils cessent complètement. C'était comme si tout le monde avait enfin compris que j'étais sérieux. Et c'est là que la vraie paix est entrée dans ma vie. Tout a recommencé à sembler normal. Ce n'était pas une vie luxueuse ou excitante, mais c'était la mienne. Je l'avais reconstruite de mes propres mains, selon mes propres termes. La liberté était rafraîchissante. Je n'avais besoin de la permission de personne pour vivre comme je le voulais. Pour la première fois depuis des années, je ne m'inquiétais pas du bonheur de quelqu'un d'autre. La dernière chose que j'ai entendue à son sujet, c'est qu'elle dérivait toujours d'un endroit à l'autre. Elle passait d'un emploi à l'autre, logeant chez des amis jusqu'à ce qu'ils en aient assez d'elle. Apparemment, elle avait commencé à demander de l'aide à quiconque voulait bien l'écouter. On a même laissé entendre qu'elle espérait toujours que je changerais d'avis, que peut-être un jour j'accepterais d'être le père de son enfant. Mais cela n'arriverait jamais. Pour la première fois depuis le jour de son départ, je me sentais vraiment en paix. Ce n'était pas un bonheur exagéré ou un grand moment de vengeance, juste de la tranquillité. Et vous savez quoi? C'est suffisant.